Bon, je préfère être honnête avec vous dès le départ, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui sur le papier n'a pas grand chose à raconter. Vraiment, les scènes post-génériques. Je sais que ça fait pas rêver, sur le principe, c'est simplement un petit message ajouté pour ceux qui ont attendu plus longtemps dans la salle de cinéma, ou alors une manière de teaser une suite, et au premier abord, il y a vraiment pas de quoi en faire une vidéo entière sur le sujet. Pourtant, il y a quelque chose de fascinant avec ces petites scènes. Elles ont réussi à modifier discrètement, sans qu'on s'en rende vraiment compte, nos habitudes au cinéma. Elles nous ont fait changer de comportement. Il y a 20 ans, à moins d'être un cinéphile très averti, la majorité de la salle se vidait dès que le générique de fin commençait à défiler. Les gens ramassaient leurs affaires et partaient. Rien de plus, de toute façon, le film était fini. Aujourd'hui, pour toute une partie du public, ce comportement a disparu. On reste assis, on attend, on cherche même des noms de famille qu'on pourrait connaître dans la longue liste des crédits, en espérant qu'il y ait quelque chose à la fin. Et ce changement, il n'est pas anodin. Il dit quelque chose sur notre façon de consommer le cinéma, sur ce qu'on attend d'un film et surtout sur la manière dont les studios ont réussi à nous éduquer à rester un peu plus longtemps. Donc dans cette vidéo, on va aller un peu plus loin que la simple définition d'une scène post-générique. On va retracer son histoire, comprendre qui l'a popularisée et surtout voir ce qu'elle a changé chez nous en tant que spectateur. Pour une fois, on va pas parler de ce qu'il y a avant ou pendant le film, on va aller tout au bout du générique. Avant d'aller plus loin, j'aimerais définir pour ceux qui ne le savent pas, le concept de ces fameuses scènes. Alors c'est une scène bonus cachée à la fin du film pour récompenser les spectateurs restés dans le noir. Il en existe deux types, les scènes mid-génériques qui coupent les crédits en plein milieu et les scènes post-génériques qui attendent la toute dernière seconde après la fin de la musique. Alors, d'où vient cette idée? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'inventeur précis de la scène post-générique, mais on connaît celles qui ont marqué le cinéma. L'un des tout premiers exemples modernes et la première annonce explicite d'une suite remonte à près de 60 ans. On la retrouve dans Matt Helm, Agent très spécial, un film sorti en 1966 avec Dean Martin dans le rôle principal. Pour vous le résumer simplement, c'est un film d'espionnage à la James Bond, sorti à une époque où James Bond triomphait au cinéma. Donc à la fin du générique, on voit Matt Helm entouré d'un groupe de femmes avec cette phrase à l'écran. Matt Helm reviendra. Voilà, c'est tout. C'est ça, l'une des premières scènes post-génériques connues de l'histoire. Les années qui vont suivre, il y aura d'autres tentatives restées invisibles pour le grand public, il faudra attendre 13 ans de plus pour retrouver une scène post-générique vraiment mémorable. On arrive donc en 1979, avec la sortie des Muppets au cinéma. Et cette fois, la fin va être très différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Le film utilise un procédé narratif dans lequel les Muppets regardent eux-mêmes le film se dérouler dans une salle de cinéma. On les voit interagir entre eux pendant que les crédits défilent. Et c'est là que le personnage d'Animal surgit à l'écran et crie au public « Go home! Go home! Bye bye !» Et pas besoin de vous faire la traduction. Le film brise le quatrième mur, il s'adresse directement aux spectateurs et surtout il utilise volontairement la scène post-générique comme un gag et non plus seulement comme une annonce de suite. Et c'est là que quelque chose change. Selon plusieurs médias à l'époque, ce sont les Muppets qui ont véritablement lancé la tendance des scènes post-génériques dans les années 80. Après ce film, les comédies se mettent à utiliser le procédé pour ajouter un dernier gag. Comme exemple de films connus qui l'utilisent, il y a par exemple La folle journée de Ferris Bueller, Y a-t-il un pilote dans l'avion ou encore Les Rois Mages avec Les Inconnus. Tous ces films utilisent la scène post-générique de la même manière, une dernière blague avant que les lumières se rallument. Donc jusqu'au début des années 2000, le procédé il existait déjà. Mais en 2008, un événement va tout changer et ces fameuses scènes vont prendre une toute autre ampleur. En 2008, Marvel Studios sort son tout premier film, Iron Man. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais à l'époque, Marvel Studios n'est pas encore le géant qu'on connaît aujourd'hui. C'est un tout nouveau studio qui prend un pari complètement fou, construire un univers cinématographique interconnecté avec plusieurs héros. Et pour commencer à relier tous ces films, le studio va transformer la scène post-générique en véritable outil stratégique. Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, a souvent raconté l'origine de cette idée dans certaines interviews. Adolescent, il avait été marqué par la scène post-générique de La folle journée de Ferris Bueller. Pour lui, cette idée elle était super brillante, récompenser le spectateur pour être resté assis pendant tout le générique. Et c'est exactement cette idée que Feige et son équipe vont reprendre pour Iron Man. Donc la scène qu'ils vont créer et rajouter à la fin du film, elle dure 40 secondes. On peut y voir Tony Stark rentrer chez lui après avoir révélé qu'il est Iron Man, et dans le noir on découvre Nick Fury, joué par Samuel Jackson, qui l'attend. Fury lui explique qu'Iron Man n'est pas le seul super-héros au monde, et lui parle de l'initiative Avengers. En à peine 40 secondes, ils vont poser les bases de tout ce qui va suivre. Marvel va faire de la scène post-générique une signature, une marque de fabrique. Au moment où je tourne cette vidéo en 2026, Marvel Studios a largement dépassé la barre des 90 scènes post-génériques réparties sur plus d'une cinquantaine de projets entre films et séries. Et cette fréquence, elle change vraiment tout. Parce que cette stratégie, elle a fait bien plus que divertir le public. Elle a transformé la structure même du cinéma de blockbuster. À partir du moment où chaque film Marvel se termine par une scène qui tease le suivant, chaque film n'est plus simplement un objet complet, il devient un chapitre.
Et c'est ça le vrai changement. J'ai pris l'exemple de Marvel parce que c'est le studio qui a popularisé cette mécanique à très grande échelle, mais aujourd'hui c'est toute l'industrie qui l'utilise. Regardez toutes vos franchises préférées, presque toutes le font. Cette nouvelle norme autour des scènes post-génériques, elle a un réel impact sur nous, le spectateur. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, le premier changement, c'est évidemment notre comportement en salle. Il y a quelques années, les gens se levaient majoritairement dès que le générique commençait, c'était naturel, le film était terminé, donc on partait. Aujourd'hui, dans une salle qui projette un film d'une franchise avec un univers un peu développé, vous verrez beaucoup de gens rester assis. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est un véritable changement d'habitude collectif, un nouveau rituel qu'on a intégré sans même s'en rendre compte. Et je trouve que si on pousse la réflexion un peu plus loin, ça a aussi changé notre façon de consommer le film. Avant, un film c'était un objet fini, une œuvre autonome avec un début, un milieu et une fin. Aujourd'hui, quand on va voir un blockbuster, on le regarde aussi en se demandant qu'est-ce que ce film va préparer pour la suite. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois on sort d'un film qui était profondément mauvais, mais sa simple scène post-générique peut quand même nous donner envie de voir la suite. Et ça c'est un vrai changement, on regarde plus seulement un film, on suit une saga. Et je précise, je trouve ça pas forcément mauvais, c'est simplement différent. Ça enrichit certains films et ça en affaiblit d'autres, et ça crée surtout une forme de communauté autour d'une franchise qu'il faut suivre en continu. Et je trouve que ça, les studios, ils l'ont très bien compris. Ils ont trouvé un moyen de nous solliciter, les spectateurs, beaucoup plus. Avant, un studio produisait un film, on allait le voir, on l'aimait ou pas, puis on passait à autre chose. Aujourd'hui, les studios, ils nous parlent en permanence, ils nous teasent, ils nous font des promesses, ils construisent notre attente film après film, et la scène post-générique est devenue leur outil le plus puissant pour nous faire revenir en salle. Après, pour les studios, il faut quand même faire attention, parce qu'un teasing raté, ça peut en décevoir plus d'un. Les fans Marvel le savent très bien, beaucoup de scènes post-génériques sont aujourd'hui sans suite. Des personnages qu'on nous vend, mais on les verra malheureusement jamais à l'écran. Donc une si petite scène peut avoir autant d'impact sur le spectateur et surtout sur le genre du blockbuster. Mais le mécanisme des scènes post-génériques a un impact bien au-delà de nos salles de cinéma. Les jeux vidéo par exemple ont massivement adopté le principe. Des jeux à univers étendu se terminent souvent sur des scènes post-crédit qui nous teasent le prochain opus. Même le streaming a adopté cette logique. Les plateformes comme Netflix ou Disney+ utilisent des mécaniques similaires pour maintenir notre attention. La bande-annonce de la saison suivante placée juste après le dernier épisode, ou encore le lancement immédiat de l'épisode suivant, la forme change, mais la logique reste la même, ne jamais laisser le spectateur s'arrêter complètement. Derrière tout ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'encore plus profond, parce que les scènes post-génériques ne parlent pas seulement de cinéma, elles reflètent aussi quelque chose de notre époque. On vit dans une culture de l'anticipation permanente, et dans ce sens, la scène post-générique est un symptôme. Le symptôme d'une industrie qui a compris qu'on est parfois plus attaché à la promesse de ce qui viendra ensuite qu'à la satisfaction de ce qu'on vient de voir. C'est fou de se dire, mais la fin d'un film ne suffit plus dans certains cas. Il faut qu'elle l'ouvre sur autre chose. Sinon, on a presque l'impression qu'il manque quelque chose. Et c'est là probablement que réside le véritable changement. Pas simplement dans le fait qu'on reste assis quelques minutes de plus dans une salle, mais dans le fait qu'on ne se satisfait plus vraiment d'une fin. Alors voilà, une petite scène à la fin d'un film de super-héros sorti en 2008, sur le papier, ça ne semble pas grand chose. Mais dans les faits, elle a changé nos habitudes en salle. Elle a transformé la structure narrative des blockbusters. Et surtout, elle reflète quelque chose de notre culture moderne, cette manière de toujours attendre la suite, ne jamais être vraiment rassasié. Comment on peut être conditionné à attendre quelque chose, à rester à notre place et à espérer une récompense qui arrive parfois, qui ne vient pas d'autre fois, mais qu'on continuera quand même d'attendre. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était un format un peu différent d'habitude pour cet été. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça m'aide énormément. Je vous dis à très bientôt. So IMAX is the highest quality imaging format ever invented.